Bienvenue à tous et merci d'être aussi nombreux. Après cette longue audience qui a duré plus de 4 heures ou 3 heures et demie, dont le point fort pour nous, ça a vraiment été l'écoute des motivations de la rapporteure, des conclusions qui arrivent à l'annulation de l'autorisation environnementale. Vous avez bien mesuré l'impact de ça, c'est-à-dire que si cette autorisation environnementale était annulée, c'est la fin du projet, soyons clairs là-dessus. Vous avez entendu comme nous que le délibéré interviendra dans 15 jours, donc c'est rapide pour ce type de dossier-là. Honnêtement, on a discuté après, on est assez confiant, toujours confiant en fait après cette audience-là. On était déjà beaucoup depuis mercredi dernier vu les conclusions. Ça n'a surpris que les pros à 69. Et nous, on a tout fait pour arriver jusque-là. On a ce qu'on récolte, donc c'est potentiellement une victoire majeure pour un dossier aussi important. Oui, mais on peut applaudir, franchement. Ce matin, nous étions donc à l'audience du tribunal administratif de Toulouse par rapport à la 69. Donc nous avons entendu la plaidoirie de la rapporteure publique carrément sur le sujet de la 69 et qui évidemment avec une grande satisfaction pour nous donne un avis défavorable à l'autorisation environnementale et indique que les critères de raison impérative d'intérêt public majeur ne sont pas réunis pour pouvoir déroger à la question environnementale de la protection des espèces. Donc ça, c'était la première manche que nous avons découverte la semaine dernière. Aujourd'hui, donc, c'était la véritable audience avec un délibéré qui sera rendu à peu près dans 15 jours, enfin c'est ce que nous a dit en tout cas la présidente. Et je suis assez satisfaite d'entendre les éléments qui ont été apportés, puisqu'on est vraiment dans le cœur du sujet qui est la question de raison impérative d'intérêt public majeur. Alors pourquoi c'est un vrai sujet? C'est parce qu'aujourd'hui nous avons des procédures dissociées en France entre la question de la DUP, de la déclaration d'utilité publique, et uniquement ensuite avec les critères de raison impérative d'intérêt public majeur qui permettent de déroger au droit environnemental. Or, cette dissociation laisse entendre parfois qu'à partir du moment où il y a eu la DUP, tout peut commencer et l'autorité environnementale, son avis finalement importe peu. Or, il faudrait véritablement, et là c'est le législateur qui devrait agir, qui doit agir, le jour où on sera au pouvoir, c'est intégrer en fait les autorisations environnementales et la raison impérative d'intérêt public majeur dans la procédure de DUP, de telle sorte que quand la déclaration d'utilité publique sort, on soit véritablement dans un dossier qui soit clos sur le droit environnemental, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui fait qu'on est dans une situation telle que nous avons sur la 69. Tous les secteurs de la société civile, que ce soit les gens qui savent de quoi ils parlent comme les scientifiques, que ce soit les gens dans l'enseignement, les gens dans n'importe quel secteur de l'activité économique, tous ces gens-là, ils ont été avec nous. Ces gens-là, ils ont été avec nous. Ils ont vidé leur porte-monnaie pour pouvoir permettre à la ZAD de vivre. Ils ont donné des sous pour les procès. Sans le soutien massif dont on a bénéficié, jamais on pourrait être là aujourd'hui avec notre pêche et notre assurance pour dire que effectivement la justice doit être rendue en notre faveur. Donc merci à tous les soutiens. Je pense que le projet de la 69, il est porté par un ensemble qu'on peut qualifier de mafia. Pour moi, c'est une mafia politico-économique, c'est une séquence de gouvernements qui profitent d'être au pouvoir pour favoriser les intérêts des grands groupes du BTP dans de très nombreux projets. Il y a 50 projets routiers autoroutiers en France actuellement et les gens comme Vinci, Eiffage, NGE sont sur la ligne de départ pour tous ces projets. Et donc un projet comme la 69 est effectivement porté par des gens qui sont aux manettes pour pouvoir favoriser ces marchés-là. Moi, ce que j'ai retenu de l'intervention d'Atosca,
par exemple, c'est qu'à aucun moment, ils n'ont relevé l'itinéraire de substitution qui avait été soulevé par le rapporteur, dire qu'en fait, c'était pas un réseau d'intérêt public parce qu'ils n'ont absolument pas anticipé l'itinéraire de substitution et ça n'a jamais été relevé par Atosca, par exemple. En fait, ils n'apportent rien en termes d'explication et de motivation de la RIPM, donc il n'y a rien de neuf au soleil, hein, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes. Quand on a eu le résultat de la Cour d'appel du référé de suspension l'année dernière, ils ont repris quasiment les mêmes arguments, donc ils n'apportent rien, donc c'est pour ça qu'on est assez confiant. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais vous résumer en une phrase. La 69, c'est un cadeau pour les riches, au détriment, au mépris de la santé et de la sécurité des autres. Ça veut dire concrètement que cette autoroute, qui va être une des plus chères de France, va amener des usagers à utiliser les villages et villes qui ont été protégés par des déviations qu'on va leur confisquer, avec tous les problèmes que ça génère en matière de pollution, en matière de nuisances et en matière d'accidents. Lorsqu'Atosca et d'autres disent que cette autoroute, ça va diminuer l'accidentologie, certes, pour ceux qui auront les moyens d'utiliser l'autoroute, mais pour les autres, ils vont avoir un itinéraire plus long, un itinéraire plus dangereux et un itinéraire qui va polluer et dégrader la qualité de vie des riverains, qui jusqu'à maintenant avaient cette qualité de vie grâce aux déviations qui, elles aussi, ont fait l'objet d'une DUP sur laquelle s'est assise l'État pour pouvoir la privatiser. C'est un hold-up des biens publics pour la privatisation. Voilà, merci. Le fait d'être traversé par une autoroute, elle ne nous servira jamais, mais jamais. Cette autoroute, elle est vraiment conçue pour aller de Castres à Toulouse à toute vitesse. Moi, j'ai été profondément choquée par la mauvaise foi des opposants, si on peut dire. Là, c'est eux maintenant, les opposants. Et en particulier sur le chantage à l'emploi. Le fait de nous dire que Fabre va partir si l'autoroute ne se fait pas. Je trouve ça, venant d'un représentant de l'État, plus tous les autres mensonges ou approximations qui ont été dites. Mais je crois que maintenant, oui, on peut dire que ce sont eux les opposants. Ils n'ont fait que développer tout ce qu'ils avaient déjà dit pendant la commission d'enquête sur cette espèce de mythe productiviste de la vitesse et de la liaison autoroutière qui est l'alpha et l'oméga d'un développement de territoire. Et donc on est véritablement là sur quelque chose qui est presque de l'ordre du psychologique, dans la mesure où, quels que soient les arguments que l'on peut avancer, quels que soient les arguments qui ont été avancés par les scientifiques, les écologues sur la question environnementale, mais également sur la question sociale, parce que j'ai été frappée pendant la commission d'enquête de me rendre compte que les élus locaux qui étaient favorables à l'autoroute, donc les opposants maintenant, n'avaient aucune information, et c'est bien normal puisqu'il y a le secret des affaires qui couvre tous ces dossiers, n'avaient aucune information sur le prix que allaient payer vraiment les gens quand ils allaient faire l'aller-retour Toulouse-Castres. Ces gens-là, ce sont les habitants de leur territoire, ce sont leurs voisins, ce sont des citoyens, ce sont leurs électeurs. Eh bien, ils s'engagent pour leur collectivité sans même savoir ce que ces personnes-là vont payer quand ils prendront l'autoroute. Et puis les conditions financières également de ce dossier, qui est un sujet qui n'a pas été abordé aujourd'hui, mais dont j'espère, grâce à mon entêtement, on va le dire comme ça, à produire le rapport à l'issue de la commission d'enquête, démontrer, parce que derrière un écocide, derrière tout projet écocide, il y a 3 cases qui sont cochées. Le premier, c'est le scandale environnemental, le deuxième, c'est le scandale social, et le troisième, c'est le scandale financier. Alors par rapport à l'issue du projet, on a été de tout temps soutenu par un ensemble, par une composition très vaste en même temps de la société civile, c'est-à-dire en même temps des syndicats, en même temps des partis politiques, en même temps des représentants du peuple, comme des députés qui ont travaillé au sein de EELV, enfin les écologistes, au sein de la France Insoumise, qui ont vraiment fait leur travail de représentants et qui ont organisé à différents moments de la lutte les bonnes actions
au niveau de la représentation nationale. Je pense à l'enquête qui a eu lieu au sein de l'Assemblée nationale, qui a été coupée court par la dissolution, mais qui a permis pendant 4 mois de temps de lever un maximum de lièvres, qui permet aujourd'hui qu'on puisse parler en connaissance de cause d'un certain nombre d'éléments qu'on ne savait pas du tout, qui étaient masqués, et Christine Arrigui le disait bien tout à l'heure, dans les parties grisées du contrat de concession, le secret des affaires, tout ça c'était des choses qui masquaient complètement la réalité, voilà, qui nous était absolument inaccessible. Aujourd'hui, grâce au travail qui a été fait, on connaît bien mieux et on peut bien plus parler aujourd'hui d'une mafia. Ce projet doit effectivement peut-être être regardé comme ayant une utilité publique, puisqu'effectivement on a une DUP et de toute façon le Conseil d'État l'a confirmé, mais pour autant, est-ce qu'il revêt la fameuse raison impérative d'intérêt public majeur? C'est là où le gros doute subsiste. Et vous aviez par vos expertises respectives, effectivement, vous avez aussi fait travailler des cabinets d'études. Et tout ce travail collectif a permis de faire une parfaite démonstration que ce projet ne revêt pas la fameuse raison impérative, mais aussi d'autres arguments que nous n'avons pas abordés à l'audience parce que ça aurait été malheureusement trop long de les développer. La procédure est essentiellement écrite, donc il ne faut pas non plus déborder au-delà du nécessaire. Mais il est évident que voilà, on est revenu quand même sur l'essentiel, c'est-à-dire vraiment le bien fondé, l'opportunité de ce projet au regard de l'atteinte portée à l'environnement. Et j'entends par là les espèces protégées et leurs habitats. Je voudrais quand même redire, mais ça a déjà été dit, mais je voudrais insister sur l'engagement personnel, physique d'un certain nombre de camarades qui aujourd'hui payent même dans leur chair. Et donc il faut vraiment avoir une pensée pour eux et les soutenir aussi financièrement parce qu'ils sont confrontés à des dizaines de procès. Et donc je vous appelle à faire le nécessaire. Bravo à toutes les personnes qui ont grimpé dans les arbres, qui se sont mobilisées. Très admiratif des gens qui passent du temps dans le froid, dans la boue, dans des conditions précaires pour dire non à ce projet autoroutier. Donc vraiment bravo, un grand bravo à toutes ces personnes-là. C'est une femme trans qui est en prison pour homme, elle est donc mise à l'isolement, ce qui est extrêmement violent et donc ça permet de bien caractériser la répression qu'on subit. Deuxièmement, le compte sordide, c'est une dizaine de vertèbres qui ont été fracturées, un fémur, 4 côtes et puis tant d'autres violences dans nos chairs, quoi, avec des personnes qui sont encore handicapées et toute leur vie, qui auront le rappel de la violence qu'elles ont subie. Et dernier plan sur le plan psychique, des syndromes post-traumatiques dramatiques qui viennent chaque jour se confondre avec la réalité des faits et des vies des personnes qui sont chargées pour le restant de leur vie des violences qu'elles ont subies en défendant ce territoire, ces arbres et ces terres. Et donc voilà, c'était juste important pour moi de nommer ces éléments-là, même si ce n'est pas tout à fait sur voilà, plus de 200 blessés, ça a été rappelé. Bravo.